Je rangeais un truc, j'arrive. Réduisez vos impôts en ouvrant un PER chez Yomoni, la solution d'épargne retraite 3 fois récompensée en 2022. Yomoni, votre gérant d'épargne en ligne. Groupama vous accompagne pour choisir la solution d'épargne retraite ajustée à vos projets. Avoir 16 ans aujourd'hui, c'est être né avec le digital. Avoir 16 ans aujourd'hui, c'est se lancer, se dire que tout est possible. Avoir 16 ans aujourd'hui, c'est refuser les inégalités, toutes les inégalités. Aujourd'hui, la Banque Postale a 16 ans. La Banque Postale, citoyenne. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agents Citroën. Dans le contexte inquiétant de la guerre en Ukraine, la France est-elle prête à une guerre de haute intensité ? Elle s'y prépare. L'an prochain, l'armée française va mener l'exercice militaire le plus important depuis le début de la guerre froide, avec plus de 20 000 soldats français et alliés face à la perspective d'un conflit majeur comme en Ukraine. Regardez ce que dit le général Yves Métayer, qui est chargé de planifier l'opération au sein des armées. On n'a jamais fait un exercice d'une telle ampleur sur une telle durée. Il faut se préparer au pire pour éviter qu'il arrive ou pour pouvoir en atténuer les conséquences. L'heure est grave, général ? Non, c'est la prise de conscience, pas uniquement des militaires qui savaient depuis de nombreuses années que la guerre haute intensité devait se préparer. Et c'est plutôt le retour finalement aux besoins sécuritaires de notre pays par la force armée. Un inventaire libre, c'est extrêmement complexe. Alors, quand on dit une longue durée, ça est de février à mai. Donc de février à mai, les unités vont s'entraîner. Des unités qui n'arrivent pas à s'entraîner ensemble sur une grande longueur n'acquièrent pas les connaissances suffisantes pour la haute intensité. Maintenant, il faut rappeler ce que c'est que la haute intensité. La haute intensité, c'est, finalement, je prends une image simple, c'est la Deuxième Guerre mondiale en quelque sorte, c'est-à-dire avec des unités blindées, mais surtout, important, de lourdes pertes. Pardonnez-moi, général, mais c'est extrêmement important parce que une guerre de haute intensité, ça veut dire une troisième guerre mondiale. Non, cette perspective-là ? Non, je dirais que la France a à l'esprit. Je voulais simplement donner l'image des batailles de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne crois pas à la Troisième Guerre mondiale à la date d'aujourd'hui. Ça peut arriver, mais je n'y crois pas. Hein. C'est un concours de circonstances qui fait qu'à un moment, ça éclate. Mais en termes de Deuxième Guerre mondiale, je parle de l'image des batailles que nous avons avec tous les reportages historiques qu'on a sur les batailles, ce qu'on ne connaissait plus et qu'on ne connaît plus en Europe, sauf depuis l'Ukraine. L'Ukraine nous remonte que c'est possible. Mais on l'avait envisagé. Mais avant, on n'avait pas les moyens de faire quelque chose. La haute intensité, c'est beaucoup de moyens matériels, beaucoup d'équipements, la masse des soldats, la masse des équipements. Ça, c'est le premier point. C'est aussi la masse des pertes. C'est-à-dire que quand on voit qu'entre 50 et 100 morts du côté ukrainien par jour, et sans doute la même chose au moins du côté russe, vous imaginez que nous qui avons fait des combats en Afghanistan pendant 13 ans, avec 89 tués, c'est toujours de trop, mais seulement 89 tués. C'est-à-dire en gros 8 tués par an, je dirais. Hein, un week-end sur la route, on en fait plus. Hein. Donc là, vous avez cette prise en compte aussi et de l'impact sur la société. Quand on en discutait, je ne sais pas avec qui tout à l'heure, sur la résilience de la population de la société française. La haute intensité veut dire aussi, est-ce que la société française sera capable d'accepter un effort de guerre? Sera-t-elle capable d'accepter les morts au combat? Sera-t-elle capable d'accepter les blessés qu'il faudra réappareiller, entre autres, ou prendre en charge? Toute la dégradation de la vie au quotidien. Ceci s'aggravant par rapport à hier, avec des conditions hautes qui sont une situation économique, je dirais, accès aux ressources, dérèglements climatiques, tout ça rentre en ligne de compte. Civilo-militaire ? Pardon ? Ça veut dire que c'est une opération civilo-militaire? Alors je crois d'ailleurs qu'il y a une vision civilo-militaire, il y a une partie de l'exercice qui sera ça. Les armées, quand elles sont en opération, prennent en compte la population civile d'une certaine manière et préparent la sortie de guerre, justement en aidant, moi j'ai travaillé dedans, dans le civilo-militaire, où on aide les populations locales, là où on est déployé, à retrouver dans l'urgence une vie normale, donc on les assiste, que ce soit en alimentation, que ce soit éventuellement en énergie, quand on est déployé. Mais la haute intensité veut dire surtout être capable de supporter une guerre visible, lourde, avec des morts, des blessés, des restrictions. C'est ça la question, c'est ce qu'on redécouvre aujourd'hui, donc il faut s'y préparer. Et tout ce que je dis là était dans les livres blancs sur la défense et la sécurité nationale depuis 2008, mais après vous avez des choix politiques
qu'on peut comprendre en fonction des contraintes. La seule chose qui a vraiment changé, je dirais, depuis 2017, sans pouvoir faire de politique, c'est que le président Macron, notamment, a respecté les projets de loi et les lois votées pour la défense. Donc, on a bouché les trous. On n'a pas encore fini. Et maintenant, une fois qu'on commence à avoir une armée qui peut supporter un combat de haute intensité de quelques semaines, il va falloir aussi l'entraîner. Et puis, il va falloir surtout que le soutien politique continue avec les budgets nécessaires, parce que ça veut dire aussi des hommes qu'on va entraîner, mais ça veut dire aussi des munitions qu'on va acheter, on a dit qu'on n'avait pas, avoir des canons en nombre suffisant, par exemple, des avions, on va très loin. Et surtout, je crois que c'est une opération interarmée, c'est-à-dire qu'on a même les porte-hélicoptères en feu. Justement, moi j'ai envie qu'on entre dans le détail sur cet exercice qui est inédit depuis la guerre froide. Dans ce débat, nous rejoint le général Bernard Norlin. Bonjour, ancien commandant de la force aérienne de combat et ancien directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Alors, la première question, c'est cette opération, 20 000 soldats, des Français, des Alliés. Pourquoi a-t-on décidé de réunir des soldats belges, italiens, britanniques, américains dans cet exercice? Pour une raison très simple, parce qu'on imagine mal, dans l'hypothèse d'un conflit de haute intensité, comme on l'appelle, d'opérer tout seul, c'est-à-dire la France uniquement. Donc ceci ne peut s'envisager que dans le cadre d'une coalition interalliée, donc en principe avec les Européens et les États-Unis. Donc voilà, la raison est toute simple, c'est que ce type de guerre de haute intensité ne peut, dans le contexte actuel, et sans doute dans le contexte futur, ne peut s'envisager que dans un cadre interallié. Alors plusieurs manœuvres vont avoir lieu de fin février à début mai. Et il y aura deux types de manœuvres, deux phases dans cet exercice militaire inédit. La première qui consistera en un débarquement de troupes par la mer et par les airs. Pour cette opération, 7000 militaires seront mobilisés, le porte-avions Charles de Gaulle, 2 porte-hélicoptères amphibies et une vingtaine d'autres bâtiments de surface ou sous-marins seront aussi engagés. On a besoin de tous ces appareils, de tous ces équipements pour mettre les militaires dans les conditions du réel, si je puis dire. Général Norlin. Oui, il y a même, on pourrait même dire, si vous m'entendez bien, il y a même 3 phases. C'est-à-dire qu'il y a une phase amphibie, maritime, amphibie, avec une opération aéroportée, une phase de combat dite aéroterrestre et une phase dite civilo-militaire, ce qui consiste à tester l'appui que doivent et peuvent apporter les organismes de sécurité civile, par exemple, les organismes civils, dans le cadre d'une guerre de haute intensité. Donc c'est vraiment 3 phases. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est d'une part le côté qui va être testé, qui est testé depuis longtemps bien sûr, mais qui va être testé particulièrement, c'est le côté interarmé, interallié, on en a déjà parlé, interarmé. Et l'autre aspect qui est très intéressant à noter, c'est le côté de la technologie. Alors, sous deux aspects. Le premier aspect, c'est celui de la mise en œuvre, ou plutôt de la mise en action de nouveaux champs de conflit, que sont le champ de la cyberdéfense, des cyberattaques, le champ informationnel et le champ spatial. Si vous voulez, il y avait d'habitude les champs classiques que sont l'air, la terre et la mer, mais maintenant il faut rajouter à ça l'espace, il faut rajouter à ça la cyberattaque et tout ce qui concerne la manipulation de l'information, tout ce qu'on appelle la guerre informationnelle. C'est ça qui est très intéressant à noter, c'est parce qu'on va faire aussi appel, on va tester de nouvelles technologies. Alors, maintenant le problème, c'est ce qu'a dit depuis il y a déjà plusieurs années la Rand Corporation, c'est-à-dire que nous avons une armée extrêmement performante, mais une armée d'échantillons. C'est-à-dire qu'on a des très bons matériels, mais en très petite quantité. Donc dans le cadre de cette guerre de haute intensité, c'est complètement insuffisant. Donc la grande question qui se pose maintenant, et qui donc est évoquée, qui vient d'être évoquée, c'est comment on va réussir
à acquérir les matériels en nombre suffisant, à entraîner en nombre suffisant tous les combattants, etc., etc., tous les systèmes de commandement et tout le travail en réseau qui est maintenant nécessaire. Donc il y a un aspect quantitatif, il y a un aspect qualitatif. Bon, c'est ce que cet exercice va essayer de mettre en évidence. De quoi avons-nous besoin? Dans quelle quantité, etc., etc. C'est un exercice de ce point de vue qui est très important parce qu'il va nous permettre non seulement de tester nos matériels actuels, mais de tester le futur, de nous mettre en position de définir nos besoins pour la guerre du futur, si guerre il y a. Général Norlin, vous restez avec nous. Général Chevrencé, je voudrais aussi m'intéresser à la manœuvre qui consistera au printemps prochain à simuler une invasion directe que les forces françaises devront tenter de repousser avec l'équivalent d'une division soit 10 000 à 12 000 hommes qui sera déployée en Champagne sur un front de 50 km de long et 200 km de profondeur. L'ensemble des moyens de l'armée de terre sera mobilisé, notamment les nouveaux blindés Griffon ou Jaguar. Encore une fois, sans essayer de faire peur à qui que ce soit, ça veut dire qu'on se place dans le scénario, dans la possibilité d'une invasion du territoire français. Alors non, je crois qu'il faut bien faire cet exercice quelque part. Alors on va déjà le faire chez nous. Parce que finalement c'est plus facile. Hein. Non, on n'est pas dans une logique d'invasion de notre territoire. Quel est notre ennemi à la frontière? Les Allemands, ils ont déjà donné, ils ne vont pas recommencer. Hein, et nous sommes comme dans l'Union européenne. Hein, c'est les seuls qu'on connaît bien. Puis il y a les Britanniques aussi de l'autre côté. Bon, donc c'est fini ce temps-là. Maintenant, on a les frontières plus à l'est. N'oublions pas que c'était, par le général d'ailleurs, Norlin, nous sommes dans un cadre de défense collectif. Il y a l'OTAN dont on a parlé tout à l'heure, ou l'Union européenne, mais l'Union européenne, mettons-la de côté pour les questions de guerre, prenons l'OTAN. C'est l'OTAN qui va mettre ensemble l'ensemble des forces accordées par les pays. Dans ce cadre-là, nous fournirions, je crois dans le projet, c'était dans le contrat d'objectif, on fournit l'équivalent de 15 000 hommes, formés sous une division blindée, en facilité d'ailleurs, 15 000 hommes, division blindée, avec tous les appuis, c'est donc 12 plus quelque chose, c'est-à-dire qu'on est capable de fournir à une coalition de l'OTAN qui serait en intervention quelque part en Europe, par exemple, cette capacité militaire de 15 000 hommes capable d'agir au sein de cette coalition. Maintenant, ça veut dire que les autres pays vont agréger les mêmes effectifs et on aura un commandement interallié. Et on revient à l'intérêt de la question que vous avez posée sur les participations des autres pays. Oui. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble dès le temps de paix. Donc, préparer un exercice en terrain libre qui est extrêmement compliqué. Moi, je l'ai fait, le dernier que j'ai fait, c'était il y a plus de 20 ans. C'est extrêmement compliqué à organiser. Il faut des mois de préparation. Il faut demander de l'autorisation à telle personne pour passer dans son champ, aller dans la ville. Il faut avoir des accords avec les mairies. Donc, on associe finalement la population locale. Et puis, je dirais indirectement, l'intérêt d'un exercice en terrain libre, c'est d'abord mettre le contact entre les Français et leur armée, même une armée étrangère, pour bien leur montrer qu'effectivement, le monde est dangereux. On ne fait pas ça pour s'amuser. On s'entraîne à faire la guerre, et je reprends la vieille parole romaine, on prépare la guerre pour ne pas avoir à la faire. Et il faut bien que les Français en soient conscients qu'aujourd'hui le monde est dangereux, notre ennemi il n'est pas aux frontières, mais il est sans doute aux frontières de l'Europe, et que dans ce cadre-là, on s'entraîne justement pour y faire face et dissuader de toute agression sur notre territoire ou le territoire commun. L'idée, vous avez raison, de cet exercice ne date pas d'aujourd'hui, mais évidemment la guerre en Ukraine a accéléré les choses et cette perspective a été tracée par Emmanuel Macron il y a quelques jours lors de sa présentation de la nouvelle revue stratégique qui guide la politique de défense et des investissements jusqu'en 2030. L'agression contre l'Ukraine risque de préfigurer de plus vastes rivalités géopolitiques à l'avenir que nous n'avons nulle raison d'accepter avec fatalisme et que nous n'entendons pas subir avec passivité. Général Norlin, concernant l'accélération du calendrier et l'intensité, l'ampleur de cet exercice, est-ce que c'est la guerre en Ukraine qui a changé la donne ? Oui, certainement. La guerre en Ukraine a complètement accéléré le calendrier. Bon, bien sûr, on était déjà conscient, comme je l'ai dit, depuis quelques années, bien longtemps même, que de nos insuffisances, de notre impréparation à ce type de conflit. Mais jusqu'à maintenant, vous savez, ce type de conflit n'était pas envisagé.
on parlait de corps expéditionnaires, d'opérations de troupes spéciales, d'opérations de soutien en Afrique, etc., etc., la Syrie, enfin, tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Mais on n'envisageait pas la guerre à nos frontières. C'est vraiment la guerre en Ukraine qui est le déclencheur de cette accélération, de cette prise de conscience, c'est le mot le plus approprié, de cette prise de conscience de nos insuffisances et du besoin que nous avons de repenser la préparation de nos forces armées et de repenser aussi, et ça je le souligne, notre politique de défense dans son ensemble. Parce que la question, donc, je répète, qui va se poser, c'est est-ce qu'on est capable, dans l'état actuel, en particulier de notre budget, pour être trivial, de notre budget, d'avoir les moyens de soutenir une guerre de haute intensité, sachant que nous avons par ailleurs une force de dissuasion qui nous coûte excessivement cher et qui est totalement exclue de la guerre de haute intensité. La guerre de haute intensité, c'est une guerre conventionnelle. On l'avait éliminée quasiment éliminée de notre pensée stratégique. Maintenant, la voilà revenue, et donc il va falloir maintenant voir quelle est l'urgence. Est-ce que c'est parce qu'il va falloir choisir. C'est bien ça le problème. On essaye d'avoir tout à la fois, d'être capable, ce qu'on appelle dans notre jargon, d'entrer en premier dans un conflit, c'est-à-dire d'avoir les moyens de soutenir un conflit avec tous les moyens nécessaires, et puis en même temps d'avoir une force de dissuasion qui soit crédible. Mais ça coûte très très cher, particulièrement en ce moment où nous sommes en train de moderniser cette force de dissuasion qui va prendre à peu près entre 30 et 40% de notre budget d'investissement. Sachant que le budget, malgré les augmentations qui sont prévues par le gouvernement et par le président de la République, ce budget sera quand même relativement contraint. Et donc l'objectif de 50 milliards, s'il est atteint, sera un maximum. Est-ce qu'on va pouvoir, dans cette enveloppe, pouvoir faire tout ce qu'on voudrait faire? En particulier, avoir les moyens d'une guerre de haute intensité. Il y a une phrase, général Norlin, et je vais évidemment faire réagir tout mon plateau, qui a retenu mon attention dans ce que dit le général Yves Métayer, qui est chargé de planifier l'opération au sein des armées. Il dit « il faut se préparer au pire ». Oui. Je crois que la belle époque est terminée et qu'il faut se préparer au pire. On est un peu dans la situation où on était en 1937. Avec d'un côté le camp des démocraties et de l'autre côté le camp des autocraties. En 1937, on avait le Japon et l'Allemagne contre les démocraties. Maintenant, c'est la Chine et la Russie contre les démocraties. Ça prend une autre allure, une autre ampleur. Mais tout ce que dit le président Xi, tout ce que dit le président Poutine montre que nous sommes en danger et qu'il y a une volonté des autocraties d'éliminer la démocratie de la surface du globe. C'est exactement ce que voulait faire Hitler à l'époque. Oui, mais peut-être, je pense que c'était un projet peut-être d'avant aussi, mais maintenant c'est renforcé par autre chose. C'est ce que nous montre l'Ukraine. C'est qu'on n'hésite plus à recourir à la force militaire pour faire tomber les démocraties. Et c'est ça le vrai changement, c'est que jusqu'à présent on dit non, ça n'arrivera jamais, on va négocier, on va trouver une solution. Aujourd'hui, la guerre est de retour, c'est ça la guerre. Et si on ne veut pas qu'elle prenne plus d'ampleur, il faut être capable de s'y opposer par les moyens à notre disposition et qu'ils soient suffisants. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la réflexion sur le nucléaire. Alors, je ne suis pas un fanat du nucléaire, comme on dit chez nous. Je dis simplement, bon, c'est en gros 5 milliards d'euros sur un budget de 42-43 par an. Il y a quand même 38 milliards en gros pour le reste des forces armées. La question surtout, et ça j'étais un peu trop terrestre ou terrien dans mon approche, c'est qu'il y a un manque d'avions, il y a un manque de bâtiments pour aller jusqu'en Indo-Pacifique, bâtiments de la Marine nationale, et il y a aussi un manque de forces terrestres, parce que ce que nous voyons en Ukraine, c'est quand même des forces terrestres qui se battent, ce qu'on avait un peu oublié. On était dans une logique de corps expéditionnaire avec peu de pertes, mais aujourd'hui on voit que le combat à terre est très coûteux en hommes. Et il y a peut-être un autre aspect qui apparaît, c'est des débats qu'on a un petit peu dans certains cercles. Faut-il rétablir une forme de service militaire ?
et puis ce qu'a dit le président Macron aussi. C'est une question qu'on peut soulever. Oui, on peut le soulever en extrême, pas tout de suite, mais entre les deux, il y a les réservistes. C'est-à-dire un peu ceux qui sont volontaires pour servir la nation sur leur temps par les armes. Et c'est pour ça que je crois qu'on double le nombre de réservistes au sein des armées, parce qu'effectivement, il faut bien admettre, on ne va pas avoir une armée de 500 000 hommes tous les jours sous les drapeaux, ça ne sert pas à grand-chose. En revanche, il faut avoir une armée d'active. Aujourd'hui, elle est de 206 000 hommes. Et puis des capacités de réserve qui permettent en cas de conflit de haute intensité de recompléter les effectifs. Mais c'est ce que vivent les Russes aujourd'hui et ce que vivent les Ukrainiens. C'est exactement pareil. Général Norlin veut intervenir et ensuite vous aurez la parole, Morgane Ferrari et Jacques Duplessis. Général. Oui. Une toute petite rectification sur le budget, une petite précision, pardon. À l'heure actuelle, le budget, jusqu'à maintenant, le budget consacré aux forces nucléaires était de 4,5 milliards à peu près. On va passer au minimum entre 6 et 8 milliards. C'est-à-dire, je le répète, entre 30 et 40% de notre budget d'investissement. Donc c'est une dépense considérable. Donc il va y avoir des choix. C'est ce que je veux dire, des choix à faire, quels qu'ils soient, des choix à faire, bien entendu. Donc c'est ça qui est très important et c'est le fait effectivement qu'on manque d'effectifs. Il y a quand même un aspect de la technologie nouvelle. Vous savez que les technologies nouvelles vont avoir énormément d'impact sur la conduite de la guerre, donc sur les moyens qui seraient nécessaires pour une conduite d'une guerre éventuelle. J'espère qu'elle ne se produira pas, bien entendu. C'est par exemple l'intelligence artificielle, la mécanique quantique, les nanotechnologies, tout ça va avoir une conséquence assez inédite en matière d'autonomie. C'est-à-dire que, comme on le voit avec les drones, il y a une tendance à l'autonomie dans la conduite des conflits. Et donc, il y a parallèlement une distanciation du combattant par rapport au champ de bataille. Car de plus en plus, cela va être des drones, des robots qui vont prendre la place des combattants. Et il va y avoir un éloignement du combattant du champ de bataille, comme il y a déjà eu un éloignement du commandement du champ de bataille. Ça va être une caractéristique très importante. Ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir un impact considérable des technologies. Ce qu'il faut remarquer, c'est que la vie très vite. Elle accélère énormément et que les progrès, enfin si on peut parler de progrès, les progrès sont extrêmement rapides et vont conduire certainement à un bouleversement dans la construction, la fabrication des moyens et la conduite de la guerre. Donc c'est ça le paramètre qui est très important, ce qu'il faut se garder dans notre futur de tout immobilisme. Moi, ce que je reproche un peu au nucléaire, c'est que c'est une technologie du passé et qu'on applique des schémas figés à des situations stratégiques qui vont évoluer très rapidement sous différents facteurs, et en particulier le facteur technologique qui va être de plus en plus important. Il n'y a qu'à comparer, regardez les images que vous avez sous les yeux, de voir l'équipement des combattants par rapport à ce que c'était il y a quelques années seulement. Donc il y a une évolution extrêmement rapide, et il faut surtout ne pas se figer dans des concepts qui ne seraient plus adaptés dans un futur très très proche. Général, Morgane Ferrari. Oui, je pense effectivement il y a eu une prise de conscience, il y a plusieurs choses. Déjà la menace est transnationale, ensuite la menace est hybride et en plus je pense que c'est à terme une façon de nous faire comprendre qu'il va falloir restaurer justement tous les programmes militaires et effectivement voilà. Donc je pense qu'on nous prépare psychologiquement à ça maintenant. En fait, l'Ukraine a montré l'importance de la masse. Qu'on avait perdu. C'est-à-dire, comme on disait, effectivement, à l'armée française, il y a tout un petit peu. Le problème, c'est que quand on regarde les pertes, les Russes ont perdu, si mes souvenirs sont bons, 1500 chars. Et au total, on en est à près de 8000 véhicules au total. Donc, je vais dire, évidemment, on est incapable de soutenir de tels taux de pertes, même les pertes ukrainiennes qui sont moindres, enfin, estimées moindres, enfin, c'est difficile de savoir, mais enfin voilà, de toute façon, elles sont visiblement un peu moindres. Voilà, de toute façon, même ces taux-là, on n'est pas capable de les supporter. Donc, je vais dire, l'Ukraine a montré vraiment l'importance de la masse, aussi bien au niveau des combattants qu'au niveau des véhicules, des camions, des chars, tout ce qu'on veut. Et de l'importance du soutien populaire. Voilà, et exactement. La question du soutien. Merci à tous, merci au général Norlin qui était connecté avec nous via Skype. Vous restez avec nous à suivre. Moscou prépare en secret une nouvelle campagne de mobilisation de réservistes pour renforcer ses troupes sur le terrain. Elle pourrait commencer dès le mois de décembre. Preuve que Poutine n'a renoncé à rien en Ukraine. A tout de suite.